Alors, l'influence de nos entreprises, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et nous avons, puisque nous parlons de vendre, nous avons des gens du marketing, des commerciaux qui font un travail admirable dans nos PME et dans nos PMI. Ils n'ont pas attendu l'intelligence économique pour participer à l'influence de nos entreprises. Le marketing fabrique du désir. Il fabrique de la publicité. L'influence, elle fabrique de la confiance à plus long terme. Il s'agit d'une autre manière de faire la même chose, mais en utilisant d'autres canaux, d'autres savoir-faire qui seront complémentaires du marketing et du travail de nos commerciaux. Et si l'on veut pratiquer l'influence, la meilleure manière de commencer, c'est d'écouter ceux qui sont sur le terrain, qui depuis des années parcourent les continents pour vendre nos produits et de les écouter, de converser avec eux, de ne pas simplement faire du reporting, il ne s'agit pas de cocher des cases ou d'aligner des chiffres, il s'agit d'avoir avec nos commerciaux, avoir avec nos gens du marketing des conversations générales sur tous les aspects de l'entreprise et de l'influence. On voit déjà que l'on va au-delà de la stricte application marketing. L'influence. L'influence est quelque chose de naturel que l'on rencontre dans la nature sous toutes les latitudes. Ce gallinacé qui est à gauche de l'écran est dans l'influence. Il est dans l'influence parce qu'avec son plumage, avec son ramage, avec sa manière de se tenir debout, de se positionner au-dessus de la colline, il va attirer les femelles. Et puis, il va écarter les mâles concurrents. À l'image de ce gallinacé, nous sommes tous du matin au soir dans une démarche d'influence plus ou moins consciente. Lorsque nous nous habillons, lorsque nous parlons, lorsque pour les dames nous nous maquillons ou que nous choisissons une toilette, nous sommes déjà dans l'influence. Et l'entreprise dans laquelle nous sommes est un être collectif qui est dans l'influence. Alors, avant de se lancer dans un programme, avant de faire venir éventuellement un consultant, regardons ce que nous faisons déjà. Toute entreprise fait de l'influence par amplification des messages, des informations qu'elle fait passer à l'extérieur. Nous avons une tendance naturelle et l'entreprise a une tendance naturelle à dire que ce qu'elle fait, ce qu'elle vend est mieux fait et plus beau, plus efficace que ce que font les concurrents. C'est une attitude tout à fait naturelle. Et là, nous sommes un peu dans le marketing et dans la publicité qui sont un des éléments clés de cette influence. Mais nous faisons de l'influence également par acquisition d'informations. Acquisition d'informations sur le marché, sur son évolution, sur les concurrents. Que font-ils? Que disent-ils? Que pensent-ils? Quels sont éventuellement leurs projets qui ne sont pas écrits? Et là, on voit très bien que nous sautons un palier. Nous allons vers des choses qui ne relèvent pas forcément de ce qui est du domaine des algorithmes et qu'on retrouve sur les bases de données. Nous allons au-delà. L'entreprise fait de l'influence par rétention d'informations. Lorsque nous rencontrons des difficultés, à l'intérieur de l'entreprise des choses graves qui peuvent pénaliser son travail, par exemple, d'exportation ou d'association avec d'autres partenaires, eh bien, nous retenons ces informations. Si le comptable part avec la caisse pour jouer au casino ou sur un champ de course, nous n'allons pas le crier sur les toits. Se taire, utiliser le silence, c'est faire de l'influence. Nous faisons également de l'influence par perturbation des amplifications adverses. C'est-à-dire que lorsque nous entendons dire que telle entreprise, tel produit concurrent est meilleur que le nôtre, nous avons une tendance subite à dire oui, peut-être, mais il faudrait quand même prendre en considération ceci et cela qui, au bout du compte, font
que le produit de mon concurrent, eh bien, il n'est pas si performant que cela et il ne vaut pas le mien. Donc, l'influence commence d'abord par regarder ce que nous faisons tous les jours de manière inconsciente. Et on va s'apercevoir que l'influence, ce n'est pas quelque chose que l'on va implémenter dans l'entreprise, c'est quelque chose qui existe déjà. On va prendre le temps de la lire et de remplir les différentes portions du camembert qui s'affiche devant nous. Et là, on va reprendre confiance en soi, en se disant, mais finalement, l'influence, j'en fais comme les autres. Et maintenant, nous allons passer à la slide suivante. Voilà. Alors, l'influence, on vient de le dire, c'est une attitude que l'on peut repérer. Est-elle mesurable? Oui, l'influence est mesurable. Socrate disait, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, je vais mesurer les éléments constitutifs de mon influence. Avant de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui fera un audit, par exemple, je vais tout seul, comme un grand, regarder, mettre noir sur blanc, ce qui fait que mes clients sont encore aujourd'hui mes clients et qu'ils ne sont pas partis en courant. Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est l'écoute? Est-ce que c'est la ponctualité? Est-ce que ce sont les valeurs affichées? Est-ce que ce sont les actions en faveur de la cité? L'attitude socialement responsable? La qualité des produits? Le renouvellement des produits? Les effets de mode? La sécurité? La sûreté qu'ils rencontrent en venant chez moi? Mes innovations? Nous avons une liste qui s'affiche. Et là, pour mesurer cette influence, eh bien, il ne faut pas se contenter de cocher des cases et d'aligner des chiffres. Il faut avoir avec nos clients des véritables conversations. Il faut les écouter parler, il faut les écouter accoucher de choses qui ne rentrent pas dans les matrices classiques, forcément, du marketing. Et là, c'est une attitude quasi philosophique. L'industrie japonaise a conquis le marché de l'automobile en Occident et en Afrique en perdant son temps à écouter, à converser avec les futurs clients de tout un tas de choses qui avaient trait aux voitures, à l'automobile, mais également à d'autres manières de vivre, de se déplacer. Quels sont les besoins familiaux? Quels sont les besoins du village? Plus j'étends la conversation avec mes clients et mes futurs clients, plus je fais de l'influence fine et plus je vais capter des choses que je n'aurais jamais captées si je m'étais contenté de faire du reporting sur le produit de base que je veux vendre. Il faut savoir entourer son produit d'une histoire et cette histoire, ce n'est pas la mienne, c'est celle des autres. Ce sont les autres que je vais écouter. Ce faisant, ils vont me parler de moi, de mon entreprise, et je me connaîtrai mieux moi-même. Et à partir de là, j'accomplirai ce que Socrate avait lu sur le frontispice du temple et qu'il nous a restitué à travers Platon. Je termine sur la philosophie, mais c'était à dessein afin de montrer que influence et marketing doivent instituer un dialogue et que l'influence élargit dans le temps et dans l'espace les activités du marketing. On va passer maintenant à la slide suivante. Voilà, l'univers de l'influence. Qu'est-ce que c'est que cet univers? Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Pour les socratiques, et même pour les socratiques, la Terre était déjà ronde et elle était au centre de l'univers. Eh bien, l'influence, c'est un univers et au centre de cet univers se trouve mon entreprise. Et le premier travail va consister à repérer cet univers parce qu'à l'intérieur de cet univers vivent des décideurs que je ne connais pas encore. Avant de pratiquer l'influence, avant d'utiliser des savoir-faire, il faut lire une carte. Et autour de mon entreprise, eh bien, j'ai des administrations, des assemblées,
des réseaux de prénormalisation, par exemple, qui travaillent en ce moment, pas très loin d'ici, de Paris, sur de nouvelles normes. Est-ce que j'ai la connaissance de ces réseaux de prénormalisation? Est-ce que je connais leur calendrier, leurs objectifs, ce que l'on y dit? Quels sont les secrétaires généraux qui rédigent des rapports d'étape? Est-ce que je peux avoir accès plus tard à ces rapports d'étape? Les collèges invisibles, nous l'avions vu en étudiant l'intelligence inventive. Ces collèges invisibles, ils sont composés de scientifiques qui n'ont pas encore produit des brevets. L'intelligence économique va au-delà de la veille technologique. Elle ne lit pas les brevets. Par contre, elle s'intéresse à ceux qui, demain, vont déposer des brevets et qui se connaissent entre eux, qui se parlent entre eux à travers des revues scientifiques sérieuses. Ce sont ces fameux collèges invisibles. Eh bien, ils font partie des étoiles qui forment l'univers de l'influence autour de mon entreprise. Il y a aussi tous les corps intermédiaires dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a la cité, la ville dans laquelle je vis, avec ses élus, avec ses adjoints au maire, ses responsables de secteurs thématiques ou territoriaux. Je vis en Europe, je vis même sur la planète. Il y a au niveau des différentes commissions des différents États des personnes qui travaillent sur des sujets qui concernent le devenir de mon métier. Ce que fait d'ailleurs très bien ma filière professionnelle, à laquelle j'adhère, mais à laquelle peut-être je ne prête pas toute l'attention qu'il conviendrait. L'influence, c'est également connaître son marché. C'est essentiellement être prêt à l'exportation. Aller à l'exportation tout seul ou avec le concours de spécialistes, et nous en avons ce soir qui ont beaucoup travaillé, notamment pour les exportations françaises, je pense à la Chine, et notamment au cabinet de Pierre Dombs. Eh bien, des cabinets comme celui-ci font partie de l'univers que la PME doit connaître. Et puis, il y a tout ce qui relève de la protection que nous avons vu en regardant l'intelligence des risques dans une précédente conférence. Je m'intéresse également à la doxa, aux opinions changeantes, aux modes. Ces modes, ces opinions peuvent avoir, on le voit tous les jours, des conséquences heureuses ou parfois dramatiques sur l'image d'une entreprise. Donc, je découvre le monde réel. Je découvre le monde réel, je découvre l'univers de l'influence. L'influence, c'est d'abord une carte. Maintenant, nous allons passer à la slide suivante. Les dieux. Maintenant, nous avons vu l'univers. Maintenant, après l'univers, nous regardons les dieux qui peuplent cet univers. Et les dieux, ce sont les grands acteurs de l'influence. Alors, parmi ces acteurs, il y a les politiques qui votent les lois. Il y a les régulateurs qui régulent, qui administrent les professions. Ce sont ces gens qui réglementent, qui déréglementent. Dans mon métier, il y a des régulateurs que je ne connais pas forcément. Eh bien, l'influence va être amenée à les connaître. L'influence est une curiosité. Elle est une curiosité qui permet de mettre des noms sur des personnes que je ne connais pas encore, mais qui, elles, connaissent mon entreprise et connaissent mon métier. Il y a également les magistrats, les juges. Il y a la jurisprudence. Quelle est la jurisprudence aujourd'hui sur des contentieux qui demain peuvent me concerner mes activités ou les activités de mes concurrents? Les ennuis qui peuvent m'arriver m'intéressent. Ils font partie de l'influence dans la mesure où je les anticipe. Mais les ennuis de mes concurrents font également partie de l'influence et il peut être intéressant de les devancer. Il y a aussi les médias, il y a les réseaux sociaux qui sont des théâtres d'influence et de contre-influence. Il faut apprendre à les lire, il faut savoir derrière ces médias, derrière ces réseaux sociaux, quels sont les véritables influenceurs. Voilà une nouvelle population qui émerge, qui est composée d'experts, qui est composée de blogueurs, qui, sur des sujets spécialisés ou généraux, ont une influence qui se vend aujourd'hui sur le marché. Car l'influence, je le découvre en avançant, c'est un marché. Elle se vend
elle s'achète, elle se prépare, elle se loue. Il y a dans mon métier des influenceurs qui travaillent depuis un certain temps. Je dois savoir qui ils sont, d'où ils viennent et finalement, quels sont les types d'influence qu'ils font au bénéfice de clients et de quels clients. Il y a des lobbyistes qui sont des professionnels de l'influence, qui sont organisés dans des associations tout à fait sérieuses et nous avons en France des cabinets qui font très bien ce travail, comme il y a dans le monde anglo-saxon et ailleurs des lobbyistes, des conseils en stratégie qui connaissent très bien leur métier. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus méconnus, comme les agents privés de recherche, les fameux détectives privés, dont les preuves peuvent être avancées dans des cas de contentieux et reçues par les tribunaux. Nous avons le renseignement commercial, qui est une très vieille profession, 2 fois séculaire, qui a commencé aux États-Unis, au Royaume-Uni, et qui consiste à anticiper la solvabilité d'un certain nombre de partenaires économiques avec lesquels je vais être amené à contracter. Et savoir avec qui je m'allie est quelque chose qui relève de l'influence, parce que si je m'associe avec n'importe qui ou des gens qui demain déposeront leur bilan, c'est mon influence qui risque d'en prendre un sacré coup. Et puis nous retrouvons les cabinets d'intelligence économique, et en France nous en avons de plus en plus dirigés par des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont de l'intelligence économique, une vision tout à fait pertinente, qui est d'ailleurs celle de la commission intelligence économique du MEDEF Île-de-France. Les conseils en stratégie, donc voilà quels sont les dieux. Et je ne m'oublie pas, moi-même, je suis devenu un dieu parce qu'en fréquentant les autres, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire un certain nombre de choses que j'avais peut-être oubliées et que je vais remettre au goût du jour. Maintenant, nous allons quitter le monde des dieux pour passer à la slide suivante et continuer notre voyage dans l'influence. Alors, toutes ces organisations, toutes ces personnes, tous ces cabinets, tous ces dieux qui s'affichent ici à droite et qui entourent mon entreprise, comment vais-je faire pour les connaître? Comment vais-je faire pour savoir qui ils sont? Eh bien, nous allons les lire, et ce n'est pas moi tout seul, chef d'entreprise, dans mon coin, qui vais y arriver. La tâche est beaucoup trop grande. Heureusement, nous avons vu que l'entreprise, dans notre séance précédente, était une intelligence collective qui se composait d'une maîtrise. La maîtrise, elle me revient parce que je suis le chef d'entreprise, mais je peux la subdéléguer à un certain nombre de mes collaborateurs. La mémoire, c'est tout ce qui relève de l'outil, de l'écrit, du numérique, des logiciels, des algorithmes. Tout se trouve dans cette portion du camembert et tous mes veilleurs sont à un moment donné mandatés pour savoir qui sont les dieux, qui sont les gens qui font de l'influence, quels sont ceux qui dessinent l'avenir de mon environnement professionnel. Et donc, je vais utiliser, bien entendu, des outils de veille. Mais ces gens-là, il va falloir aller les voir pour les connaître éventuellement. Et là, le réseau qui regroupe l'ensemble des collaborateurs va faire son travail classique, c'est-à-dire aller voir ces gens pour discuter avec eux. Sans qu'il y ait forcément un projet d'influence immédiat, il n'est jamais mauvais de rencontrer des influenceurs parce qu'en les rencontrant, on peut revenir dans l'entreprise avec des idées que l'on n'avait pas avant d'y aller. Et une conversation générale qui n'est pas formatée bêtement dans un canevas rigide est quelque chose qui est susceptible de ramener des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est ce que les anglo-saxons appellent serendipity. Et puis, toutes ces informations, eh bien, il va falloir les analyser et j'ai dans mon entreprise, heureusement, un certain nombre d'experts qui connaissent bien le métier, qui connaissent le marché, qui connaissent les technologies et je vais leur dire, qu'en pensez-vous? Et nous allons avoir cette fois-ci, dans l'entreprise, une conversation qui aura été enrichie
des conversations antérieures que nous aurons eues avec les dieux. Et ce faisant, nous faisons de l'influence. Nous faisons de l'influence, et c'est une influence prometteuse, parce qu'elle va nous ouvrir le regard et l'esprit sur des choses auxquelles nous ne pensions pas. Maintenant, nous allons afficher la prochaine slide. Alors, maintenant, il va falloir faire de l'influence. Il va falloir commencer à mettre en place un programme concret, argumenté, d'influence. Et la première des choses, c'est de savoir ce que l'on veut. Ça paraît comme ça simple, mais en vérité, ce n'est pas si évident que cela. Sénèque, qui était également philosophe, disait « Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de bonne influence pour celui qui ne sait pas où il veut aller, de quoi il a besoin, de quelle décision il attend, des avantages pour son entreprise, pour ses projets. » Donc, les objectifs et les finalités de l'influence sont un travail intérieur, un travail collectif. Et c'est le chef d'entreprise qui réunit ses collaborateurs et puis qui leur dit « De quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin de savoir? Qu'est-ce que nous ignorons ?» Or, l'ignorance est quelque chose d'infiniment précieux. Elle est plus difficile à obtenir que le savoir. Depuis que nous sommes tout petits, nous entassons des savoirs, des diplômes, des certificats de ceci ou de cela. Nous ne savons plus qu'en faire. Par contre, nous ne savons plus très bien ignorer. Or, c'est l'ignorance qui est féconde parce que c'est l'ignorance qui est à la source de la question qui n'existait pas. Et cette question qui n'existe pas, mon concurrent, il ne l'aura pas. Mon concurrent, il aura accès aux mêmes bases de données que moi. Il a les mêmes algorithmes, il a les mêmes outils de veille. Par contre, il n'a pas une ignorance peut-être à la hauteur de la mienne. Car moi, je sais me poser des questions, je sais poser des finalités auxquelles les autres n'ont pas forcément pensé parce que j'ai fait déjà en amont ce travail d'introspection. Donc, je sais ce que je veux et un programme d'influence, c'est quelque chose qui se décline au sein de l'entreprise. On a des PME qui peuvent décider eh bien, que pour l'année qui vient, nous allons essayer d'obtenir un certain nombre de choses. Par exemple, une modification du parcours automobile autour de l'entreprise. Nous allons essayer d'obtenir notre inscription dans le pôle, par exemple, de la technologie d'excellence ou au patrimoine mondial de l'humanité. Pourquoi pas? Nous allons essayer d'obtenir un logo, un brevet européen ou régional qui va reconnaître notre savoir-faire. Nous avons besoin que notre image soit popularisée en Asie, aux États-Unis ou ailleurs. Finalement, lorsque l'on se met à faire un programme d'influence, au début on se dit mais on ne voit pas très bien ce que l'on va. Et puis finalement, quand on discute entre soi, eh bien les idées jaillissent et on se retrouve à la fin de l'heure qui s'écoule avec une liste de projets auxquels nous n'avions jamais pensé. Et c'est là où on voit que finalement, une démarche théorique, philosophique, comme dirait Sénèque, est quelque chose d'infiniment pratique et quelque chose d'infiniment utilitariste, parce que la théorie débloque les imaginations, elle débloque les conversations et les échanges, et on se retrouve à la fin de la journée avec un vrai programme d'influence, noir sur blanc, qui a été discuté, et richesse supplémentaire, ce programme amène de la cohérence, il amène de la force collective, parce qu'on partage quelque chose qui donne du sens, parce que chacun a été sollicité et que chacun a pu s'exprimer. Une fois que ce programme est établi, que nos finalités sont argumentées dans un certain nombre de priorités, eh bien, on va s'intéresser aux finalités des autres. Parce que les autres font la même chose que nous. Les autres ont des finalités. Les autres ont des programmes d'influence.
Et s'intéresser au programme d'influence de mes concurrents, c'est aussi faire de l'influence pour moi. Nous y reviendrons plus tard. Tout ça va déboucher sur des plans, sur des programmes d'influence qui seront partagés et à la fin de l'année, on regardera ce que l'on a pu obtenir. On n'obtiendra jamais 100% de ce que l'on souhaitait. Mais en cheminant, on va peut-être abandonner certains objectifs au profit d'autres qui nous paraîtront tout aussi intéressants, sinon plus intéressants encore. Savoir ce que l'on veut et organiser cette volonté à travers le schéma qui s'affiche sur l'écran, c'est se donner les moyens de donner du sens à son entreprise et de donner de la chair au collectif. Maintenant, nous allons passer à la slide suivante. Alors, maintenant, comment est-ce que l'on manage le renseignement? On l'a déjà vu tout à l'heure, on manage le renseignement d'abord à partir de ses propres forces, à partir de ses propres capacités, de son savoir-faire. Et nous avons, je l'évoquais avec nos commerciaux, avec nos gens du marketing, des gens qui sont les yeux et les oreilles de l'entreprise et qui savent beaucoup de choses. Et puis, un moment arrive où, eh bien, on va se heurter à un certain nombre de difficultés et là, on va aller sur le marché de l'intelligence, de l'influence, sur le marché de l'intelligence économique et donc de l'influence. Et on va s'intéresser à nos lobbyistes, à notre renseignement commercial. À notre renseignement commercial, je vais leur demander, par exemple, il y a des cabinets particulièrement performants en France, de s'intéresser à la solidité d'un partenaire. Si j'ai un contentieux, je vais me tourner vers les agents privés de recherche, les conseils en stratégie, les lobbyistes. Toutes ces professions sont bien organisées. Il faut y avoir recours, mais il ne faut pas y avoir recours trop tôt. Il faut y avoir recours maintenant, parce que c'est maintenant que nous savons ce que nous voulons. Et nous allons jouer avec ces professions qui vont nous apporter ce que nous n'avions pas. Nous allons aussi faire jouer la concurrence entre eux, bien entendu, car parmi eux, il y en a qui sont spécialisés, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et il y en a qui travaillent par filière, qui sont sur des thèmes et d'autres sur d'autres thèmes. Maintenant, nous passons à la slide suivante. Voilà. Alors, je voudrais montrer quelques exemples concrets d'influence. Je prends la société Marcal. La société Marcal est une société réputée, particulièrement innovante et en même temps très traditionnelle, qui fabrique le boulgour. Le boulgour, qui est une farine à base de blé, est issu d'une longue tradition, notamment dans la Drôme. Et Marcal exporte ses produits dans le monde entier, aussi bien dans les grandes surfaces classiques que dans les distributeurs bio. Et puis tout à coup, les géants du maïs de l'ouest, du centre des États-Unis ont décidé que eh bien, le boulgour allait pouvoir contenir du maïs. Et là, c'est la fin du boulgour. Il s'agit donc d'une menace. Et cette PME va être amenée à faire eh bien, de la contre-influence. Et comment fera-t-elle de la contre-influence? Parce que ces réseaux, son intelligence collective, l'a alerté à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui se tramait à Bruxelles. Qu'est-ce qu'a fait le chef d'entreprise de cette PME? Eh bien, il est allé à Bruxelles, il a fini, grâce à des lobbyistes français installés dans cette capitale européenne, à identifier quels étaient les 2 fonctionnaires européens qui étaient en train de préparer les dossiers pour les géants du maïs américains. Il est allé les voir, il a longuement discuté de la qualité de son boulgour, il les a ensuite convaincus de venir à Valence, à côté, donc dans la Drôme, sur les bords du Rhône, pour montrer ce qu'était le boulgour. Et il l'a fait sous l'œil des caméras de la télévision locale, sous l'œil des distributeurs, notamment des distributeurs de boulgour dans les magasins bio. Et finalement,
les fonctionnaires européens ont pris conscience que là, il y avait un vrai savoir-faire français qui était menacé par un travail d'influence américain, et il y a eu des discussions et finalement, eh bien, le maïs a reculé et le boulgour reste une excellente farine de blé française. Donc, influence américaine contre influence européenne et par conséquent contre influence française, puisque la France fait partie encore de l'Union européenne. Un autre exemple, la société Comolis. La société Comolis est une société qui pratique, et par ces temps de pandémie, c'est particulièrement bienvenu, l'hospitalisation à domicile de personnes qui, pour des raisons diverses, préfèrent être soignées chez elles, ce qu'encouragent d'ailleurs les pouvoirs publics. Et Comolis a des petites camionnettes qui vont chez les gens pour délivrer des médicaments neufs, qui sont donc empaquetés dans des paquets sous cellophane, et pour récupérer les médicaments usagés. Et par souci d'hygiène, Comolis décide de séparer à l'intérieur de ces camionnettes les médicaments usagés de ceux qui sont tout neufs par une cloison étanche qui empêche notamment les virus d'aller de l'un à l'autre. C'est un investissement. C'est un investissement que les concurrents de cette entreprise des Hauts-de-France ne font pas. Alors, Comolis va essayer de faire de l'influence et va s'apercevoir au bout d'un certain temps qu'il y a à la préfecture des Hauts-de-France une commission qui s'apprête à réglementer le transport des médicaments aux personnes hospitalisées à domicile. Et Comolis prend contact avec la préfecture, on demande au préfet est-ce qu'on peut venir dans cette commission pour raconter notre métier, pour dire ce que nous faisons et pourquoi nous avons installé dans nos camionnettes cette cloison étanche. Eh bien, les responsables de cette entreprise ont été reçus à la préfecture et ont expliqué pourquoi ils avaient mis une cloison étanche à l'intérieur de leur camionnette. Eh bien, dans l'arrêté préfectoral qui réglemente le transport des médicaments dans les Hauts-de-France, l'innovation, l'invention de Comolis a été actée et est devenue obligatoire. Exemple concret d'influence. De PME. Maintenant, nous allons passer à une influence un petit peu plus élaborée d'une plus grosse entreprise, puisqu'il s'agit de notre champion national d'électricité, EDF, qui se trouve confronté près de Saint-Étienne à un problème récurrent des barrages hydrauliques, notamment celui de Grandjean. La réglementation dit, à l'époque, que ces barrages doivent être vidangés tous les 20 ans parce qu'au pied du bâti, au pied des murs de béton que l'on voit ici sur la photo, il y a un certain nombre de cochonneries, de saletés qui s'accumulent et il faut nettoyer le lac. On vide le lac et on nettoie, on enlève tout ce qui doit être enlevé. Mais cette opération, évidemment, va interdire à l'entreprise de produire de l'électricité. Donc, c'est un manque à gagner considérable. Et à ce moment-là, la direction régionale d'EDF essaye de faire de l'influence pour faire sauter cette réglementation. Mais ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait de l'intelligence économique, notamment de l'intelligence collective, et puis on dresse le tableau que j'évoquais au début de cette conférence. Et on regarde dans la vallée quels sont les habitants qui vivent là, quels sont les élus locaux, quels sont les présidents d'associations de ceci ou de cela, de pêcheurs à la ligne, de pêcheurs d'écrevisses, d'écologistes. Et puis on s'aperçoit aussi que nous avons dans l'entreprise des gens qui sont aussi dans la vallée. Certains font partie des associations de pêcheurs à la ligne ou des chasseurs, ou ont même des mandats d'élus locaux dans certaines communes. Et on dresse une carte. On est exactement dans la démarche que nous avons repérée tout à l'heure,
en parlant de Socrate, c'est-à-dire qu'on découvre l'univers, on nomme les dieux, et on s'aperçoit que les dieux sont aussi parmi nous. Et une fois qu'on a la carte, eh bien on va faire de l'influence, c'est-à-dire qu'on va commencer à alerter les élus locaux, les maires, en leur disant, vous voyez, si nous vidangeons Grandjean, eh bien vos administrés vont subir un certain nombre d'inconvénients. Et on montre des photos. On montre des photos, par exemple, de poissons qui ont une très mauvaise mine parce qu'on a vidangé un barrage. On montre des photos où l'eau coule du robinet avec une teinte un peu saumâtre, pas très appétissante. Et on dit au maire, mais avez-vous prévu de l'eau minérale pour vos administrés parce que nous allons vidanger Grandjean? Et à ce moment-là, les maires se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous allez vidanger Grandjean? Ah ben c'est la réglementation, monsieur le maire, nous ne pouvons rien faire d'autre. Et là, l'attaque est lancée. Elle n'est pas lancée n'importe quand. EDF, direction régionale, choisit une période qui précède de quelques mois une élection législative. Fort heureusement, dans ce pays, nous sommes très souvent en période électorale, donc le message part, EDF est une entreprise citoyenne et prévient les administrés et les élus locaux. Mais c'est la révolution dans la vallée. Les élus locaux alertent le député en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Que fait le député? Il se précipite chez le préfet en lui disant « mais vous voulez ma mort, vous voulez me faire battre aux prochaines élections, vous allez vidanger Grandjean ». Le préfet tombe du placard, il convoque le directeur régional. Et le directeur régional lui dit « mais monsieur le préfet, c'est la réglementation ». Et au bout d'un moment, la conversation s'engage entre le préfet et le directeur régional. Je dis la conversation, la culture générale, qui amène à un moment donné le préfet à dire au directeur régional, parce qu'on l'a habilement aiguillé dans ce sens, est-ce que vous n'auriez pas une autre méthode pour éviter de vidanger le barrage? Et le directeur régional sait, il a un argument, mais il ne le délivre pas tout de suite. Il fait en sorte que dans la conversation, cette demande soit celle exprimée par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics veulent une solution. Et quelques jours après, le directeur régional retourne voir le préfet et lui dit « Monsieur le préfet, vous aviez raison. Votre solution existe. Elle se pratique d'ailleurs dans d'autres pays. On peut mettre sur la route qui passe au-dessus du bâti une machine qui va faire descendre dans l'eau un gros tube. Celui-ci va emmener un dissolvant qui va dissoudre les cochonneries qui sont au bas du bâti et va aspirer tout ça. Et nous n'aurons pas besoin de vidanger le barrage. Mais il y a toujours cette réglementation. Le préfet dit alors, ne vous inquiétez pas, je monte à Paris, votre réglementation, on va la geler. Pourquoi est-ce que j'emploie cet exemple? Parce qu'il nous fait penser aux deux précédents. À chaque fois, nous retrouvons les éléments fondamentaux d'une intelligence économique qui se consacre à un travail d'influence ou de contre-influence, ce qui est exactement la même chose. Donc, l'influence se pratique tous les jours dans notre beau pays. Maintenant, nous allons passer au slide suivante. Alors, l'influence, ce n'est pas forcément quelque chose de solitaire. Le chef d'entreprise n'est pas forcément condamné à aller tout seul visiter les dieux. Il y a des dieux qui sont peut-être un petit peu plus dieux que les autres, qui sont nos élus nationaux et qui ont organisé un certain nombre de regroupements, d'administrations financières ou diplomatiques qui permettent, à travers alors Creative France, Business France, BPI France, France Stratégie, Team France Export et quelques autres, d'aider nos PME et nos PMI à exercer de l'influence à l'extérieur de nos frontières. Et ça, c'est l'occasion ce soir, donc, de rendre hommage à cette activité de l'État français. Et le sujet est d'autant plus à l'ordre du jour que nous le savons, puisque nous en avons parlé au sein de la Commission, le Sénat est porteur actuellement
d'un projet de loi sur un programme français d'intelligence économique ambitieux, équivalent à celui des autres. Et donc, dans ce programme d'intelligence économique du Sénat, aujourd'hui en France, il est question de faire de l'influence collective et solidaire en associant les pouvoirs publics et les entreprises françaises pour conquérir des marchés, pour ramener des productions souveraines, comme on dit en ce moment, sur le territoire français. Donc, il y a dans l'influence de nos PME, fussent-elles dans une région isolée en France, quelque chose de collectif, quelque chose de national qui là aussi existe. Ce sont des réalités. Le monde réel nous dit que la France a un programme collectif d'influence. Alors, il n'est peut-être pas aussi audacieux que ceux de certains pays, ce sera le sujet d'une future conférence où nous parlerons des autres, mais enfin, nous ne sommes pas nuls et nous avons aussi nos outils et nos projets. Nous allons maintenant passer à la slide suivante. Alors, puisque nous sortons un petit peu de nos frontières, cela nous donne l'occasion de voir que l'influence existe ailleurs et qu'elle utilise parfois un certain nombre de choses qui relèvent de la morale ou de l'extraterritorialité du droit. Un certain nombre de pays s'arrogent le droit de dire quel est le bien, quel est le mal dans la manière dont nos entreprises françaises produisent, vendent, inventent, se protègent ou protègent leurs clients et travaillent avec leurs fournisseurs. Et donc, lorsque l'on entend parler de morale internationale, tout de suite, nos oreilles doivent se dresser parce que, bien souvent, cette morale, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption, cache des intérêts qui sont ceux des influences qui ne disent pas leur nom d'une manière claire, mais qui sont en réalité là pour porter les intérêts de nos concurrents. Or, l'intelligence économique, c'est aussi un défi lancé à la naïveté de certains acteurs économiques français qui s'imaginent peut-être que la compétition est quelque chose où tout le monde part à jeu égal. Non, il n'y a pas de compétition qui soit à jeu égal. Il y a des États qui, plus que d'autres, soutiennent par différents moyens les compétiteurs qui relèvent de la nationalité de ces États. Nous y reviendrons dans une conférence ultérieure. Nous continuons avec la prochaine slide. Voilà. Alors, il y a aussi une influence qui se pratique par le silence, par l'invisibilité, par la désinformation. Nous avons parlé de nos outils qui vont aller chercher quels sont dans les différents organismes les personnes compétentes, les décideurs, quelles sont les réglementations qui sont en projet, quelles sont les revues scientifiques qui parlent éventuellement de technologies à venir. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de positif. Mais l'influence, ça consiste aussi à lire le silence, à lire l'invisible. Quand je regarde le rapport annuel de mon concurrent, ce qui est écrit est aussi intéressant, sinon moins, que ce qui n'est pas écrit. Ce qui est invisible dans les influences des autres, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient privés, n'apparaît pas toujours. Ce qui est invisible, ce qui est visible, cache parfois, et même souvent, des invisibilités qui m'intéressent également. Il y a aussi de la désinformation qui est une forme d'influence. Et donc ça, il faut le savoir, il faut le surveiller. Et lorsque je mets dans mes rapports, lorsque je mets dans les médias, lorsque je fais ma publicité, je dois savoir qu'elles seront lues, qu'elles seront décortiquées. Et moi aussi, PME français, PMI française, j'ai le droit de garder le silence. J'ai le droit d'édulcorer. J'ai même le droit, dans certains cas, lorsqu'il y a nécessité de me protéger ou de protéger un projet, de désinformer celui qui va m'observer.
Je vais lui faire croire que je m'intéresse à tel type de batterie électrique, par exemple, alors qu'en fait, j'ai un projet qui court sur l'hydrogène. Donc, il ne m'est pas interdit de faire de l'influence en pratiquant le silence, voire la désinformation, au profit de mes intérêts et au profit de mon entreprise. L'influence aussi, c'est quelque chose qui peut se faire en meute. Et là, nous avons un retard que nous sommes en train de rattraper, notamment sur des anglo-saxons, sur des asiatiques, sur des allemands qui chassent en meute. C'est-à-dire que nous avons dans ces pays une culture générale qui remonte pour l'Allemagne, par exemple, à la Ligue hanséatique, qui fait qu'on échange facilement, beaucoup plus que chez nous, des informations entre différentes entreprises qui n'appartiennent pas au même métier. Par exemple, autour de Lufthansa, eh bien, on a des gens qui n'ont rien à voir avec l'aviation, mais qui finalement, au bout de quelques mois et de quelques années, se retrouvent travailler autour d'une escale de Lufthansa dans un pays, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Il y a donc une manière de chasser en meute, de travailler en meute, qui est utilisée par un certain nombre de cultures et de pays, et nous sommes en train d'y venir. Pas simplement parce que le Sénat a actuellement un projet en cours de construction sur l'intelligence économique, mais parce que nous avons des grands comptes en France qui, d'une manière tout à fait intelligente, emmènent avec eux des fournisseurs et des partenaires plus petits pour leur montrer, évidemment, ce que c'est qu'un marché étranger et la manière dont ils pourraient s'y implanter, et tout le monde est gagnant. Enfin, il y a une dernière forme d'influence, qui est ce que les Américains appellent le perception management. Le perception management utilise toutes les informations ouvertes pour reconstituer, par exemple, quand il s'agit d'une entreprise française, comment est-ce que cette entreprise française décide? Quels sont ses réseaux? Quels sont ses canaux? Quels sont les outils qui lui permettent d'attraire l'information, de la cartographier, de la traduire? Quels sont les experts qu'elle utilise? Quels sont les cabinets auxquels elle s'adresse? Finalement, le concurrent regarde quel est l'état de mon intelligence économique, quelle est la manière dont l'intelligence décisionnelle française fonctionne, quelle est la psychologie de nos dirigeants. Et petit à petit, arrive à dresser une carte très précise de l'intelligence collective de l'entreprise française qui est ciblée. C'est ce que l'on appelle le perception management. Et après, pour voir comment décide l'entreprise française, on va enlever, par exemple, des médias ou des réseaux sociaux, un certain nombre d'informations, ou on va en rajouter certaines. Et on va essayer de comprendre comment l'entreprise française va réagir à ces ajouts ou à ces retraits d'informations. Et puis on va essayer de comprendre ce qu'elle en déduit comme politique. Mais à partir de là, il faut à l'intérieur de l'entreprise française quelqu'un qui ramène les réactions à celui qui pratique le perception management. Et là, nous quittons l'intelligence économique, nous quittons même l'influence dont nous avons l'habitude de parler au sein de la commission pour entrer dans autre chose qui s'appelle la guerre économique et qui ne fait pas partie de ce cycle de conférences.